Merci beaucoup. Je vous invite à regagner vos places au premier rang. Et sans plus attendre, nous allons donc accueillir à distance Jérôme Leroy, président de la Ferme Digitale et fondateur de Winat. Winat qui expose dans notre espace partenaire. Sébastien Windsor, qui est le président de l'Assemblée des chambres d'agriculture, président de l'APCA, et Henri, qui est également à distance, et Henri Landès, auquel je demande de me rejoindre ici. Bienvenue, bienvenue Henri, merci d'être avec nous. Voilà, nous sommes tous les deux, je te soutiens en présentiel et donc Sébastien et Jérôme sont avec nous à distance. On va les mettre à l'écran sans plus tarder. Bonjour. Bonjour Sébastien, comment allez-vous Monsieur le Président? Bonjour, très bien, merci. Et Jérôme Leroy, qui nous rejoint également. Je vais mettre mon micro. Bonjour à tous. Bonjour Jérôme, merci d'être avec nous. Comment ça va? Très bien, très bien. Écoutez, on aurait bien aimé être avec vous, hein, mais Mathieu représente Winat et puis d'autres acteurs de la ferme digitale sont présents, mais j'ai pas pu me déplacer, je suis désolé. Oui, non, mais bon, il fait un temps magnifique à Aurillac aujourd'hui. Il faisait moins 3 degrés à 8 heures ce matin. Et c'est vivifiant, ça fait du bien. Voilà. Henri Landès, donc cofondateur de Landestini, donc est avec nous ici physiquement, puisque Landestini, c'est également un incubateur, l'incubateur Landestini Cantal Auvergne, sur lequel on va revenir dans quelques minutes, et qui s'inscrit, moi je me souviens quand l'incubateur a été présenté en termes de projet, ça devait être en 2017-2018 ici, c'était pour un incubateur pour l'agriculture et l'alimentation saine et durable. Alors quand je vois l'intitulé du volet agriculture de France 2030, je me dis que finalement ces idées-là étaient déjà dans les tuyaux et sont en train de se généraliser. Sans plus attendre, donc fin août, Jérôme Leroy, nouvellement président de la ferme digitale. Il y a deux ministres qui vous tombent dessus, c'est Julien de Normandie et Cédric O, qui vous confient une mission qui est d'identifier les besoins de l'agritech, c'est-à-dire la filière des entreprises du numérique agricole, pour identifier leurs besoins dans le cadre d'un coup de booster de 200 millions d'euros. Alors, prenez votre temps pour nous dire exactement les contours de cette mission, les attendus, et puis peut-être le calendrier. Je pense qu'il y aura peut-être un temps fort de révélation au moment du Salon de l'Agriculture. Je ne sais pas. Racontez-nous quelle est la mission qui vous est confiée et comment, potentiellement, on peut vous aider à la réaliser. D'accord, bah, écoutez, merci beaucoup. Vous avez déjà dévoilé potentiellement ce qui pourrait se passer effectivement au Salon de l'Agriculture. En tout cas, c'est ce qu'on espère, si on nous permet de se rassembler au mois de mars 2022. Donc la mission qui nous a été confiée, effectivement, la ferme digitale, hein, ça fait déjà un peu comme vous d'ailleurs dans le Cantal, ça fait 5 ou 6 ans qu'on y croit, entre chefs d'entreprise et écosystème, au numérique, à l'innovation, aussi bien côté des agriculteurs que des consommateurs, et qu'on défend, on va dire, ce besoin d'innovation et cette attente des agriculteurs de gagner du temps et gagner de l'efficacité dans leur métier. Et du coup, les deux ministres, alors c'est d'ailleurs une première, hein, que le ministre de l'Agriculture et le ministre du Numérique se réunissent autour de cette même vision, et c'est quelque chose d'appréciable de notre côté. Et nous ont demandé de réunir, on va dire, autour de l'écosystème, autour de la ferme digitale, mais aussi de toutes les autres associations représentatives de l'écosystème. On va parler du vin, par exemple, avec la wine tech. On va parler de la forêt avec la wood tech. On va parler du domaine de la mer, alors avec on peut dire la fish tech entre nous. C'est un anglicisme, mais néanmoins, il y a aussi beaucoup d'innovations autour de la mer. Et avec tous ces acteurs, de remettre un rapport d'ici la fin de l'année qui doit contenir et qui contiendra 3 éléments principaux. Un premier élément, l'ambition, la vision commune, la feuille de route stratégique que l'on espère la plus partagée possible pour que la France conserve sa puissance, on va dire, agricole, mais aussi reste souveraine sur notamment une partie des technologies,
que ce soit le numérique, la donnée, la robotique, la biotechnologie, les biotechnologies, la génétique, etc. Et qu'on ait cette ambition très forte, partagée entre tout l'écosystème. Ça, c'est le premier élément du rapport, et c'est ce qu'on s'attache à faire depuis fin août, comme vous l'avez dit, avec un groupe de travail qui a été constitué, qui se réunit toutes les semaines, avec plus de 500 personnes à qui on a envoyé un questionnaire, et on a reçu environ 155 réponses déjà à ce questionnaire. On a interviewé plus de 50 personnes lors d'entretiens d'environ plus d'1 heure, donc on a fait un vrai, très bon tour de l'écosystème pour écrire cette vision ensemble. Donc le premier élément, c'est cette vision et cette ambition. Le deuxième élément, c'est les freins. Quels sont les freins aujourd'hui à l'innovation? Quels sont les freins au développement des startups? Quels sont les freins réglementaires? Quels sont les freins humains? Quels sont les freins en recrutement? Quels sont les freins liés aux différents silos que constitue cet écosystème complexe qui est l'écosystème agricole? Et comment permettre à tous de mieux discuter ensemble pour aller vers une feuille de route stratégique commune sur l'innovation et ne pas se faire concurrencer trop vite par les Israéliens, par les Américains ou les Canadiens ou d'autres technologies qui pourraient prendre la place de nos technologies françaises, comme on peut le voir dans d'autres secteurs. Je pense que l'agriculture a cette option aujourd'hui, puisqu'on a démarré largement en avance par rapport à d'autres pays sur l'innovation. On a un nombre de startups impressionnant en France qui positionne la France comme leader européen aujourd'hui du nombre d'innovations et d'acteurs sur tous les secteurs, aussi bien sur l'alimentation que sur le numérique, la génétique, la robotique. On est en avance, mais le moment actuel est clé. Si on ne veut pas perdre cette dynamique et qu'on veut permettre de faire monter les petites entreprises qui sont devenues des moyennes, à les permettre de devenir de vrais acteurs européens et mondiaux et ne pas se faire racheter trop vite par des acteurs étrangers. Ça, c'est le deuxième élément du rapport, c'est les freins à l'expansion des savoir-faire français en France et à l'international. Et le dernier élément, c'est des recommandations sur l'animation de cet écosystème agri-tech, food-tech. Comment créer cette équipe de France de l'innovation, agri-tech et food-tech, tous ensemble, vers une vision commune. Ça serait du jamais vu, mais c'est notre ambition. Alors c'est une chose qu'on avait évoquée effectivement l'an dernier avec Sébastien Windsor, et depuis Bruno Faure, ici président du Cantal, avait écrit à Julien de Normandie, c'était l'an dernier à peu près à cette même époque, en réclamant un coq vert. C'est-à-dire, il y avait eu la French Tech, le coq rose, il y avait la French Fab, le coq bleu, et il avait dit, ce serait bien, monsieur le ministre, qu'on ait quelque chose de spécifique pour l'agriculture avec la French Agri, c'est ce qu'il avait appelé la French Agri à l'époque, et on est heureux de voir que finalement, votre mission, cette agri-tech, enfin le booster de l'agri-tech, finalement rentre dans cette dynamique de traiter de manière spécifique le volet agricole, parce que d'une part, vous l'avez rappelé, on est extrêmement fort, et d'autre part, eh bien, c'est stratégique pour la France. Voilà, c'est exactement ça. Et je pense qu'effectivement, le message de l'année dernière et le fait que les deux ministres se soient entendus sur le sujet, c'est le fruit de toutes les remontées des différents territoires et des différentes personnes. Le Cantal a certainement remonté ça, et il y en a beaucoup d'autres personnes qui ont dû en parler au ministre, qui, je pense, a fini par se dire, il se passe quelque chose, il faut qu'on structure la chose, et effectivement, la French Tech a ses propres spécificités. L'agriculture est un pays, la France est un pays agricole très fort dans le monde et en Europe, et on veut préserver cette position. Et donc, il était important de pouvoir écrire cette feuille de route, en tout cas de soumettre aux deux ministères notre manière de voir. Et la manière de voir de la ferme digitale, ça a toujours été de le faire de manière collective, collaborative, avec les différentes associations, les associations et la profession. Pour ne pas juste dire on va créer 25 licornes, parce qu'on ne le fera pas tout seul. Ce sera impossible. Et donc, il est important que tout le monde participe. Alors, comment vous pouvez nous aider dans cette démarche? Alors, soit partager auprès de votre réseau le questionnaire qu'on a soumis et qu'on a mis en ligne, dont j'imagine certains d'entre vous ont déjà pris connaissance. Nous proposer votre disponibilité pour un entretien de 3/4 d'heure, 1 heure, pour évoquer les sujets dont on vient de parler. Qu'est-ce que vous mettez en place sur votre territoire et quels sont vos succès,
Deuxième élément, quels sont vos freins et les difficultés? Et troisième élément, comment vous voyez cette équipe de France French Agritech? Donc, on est aussi disponible pour soit vous renvoyer le questionnaire si vous ne l'avez pas reçu, soit s'entretenir avec vous pendant 3/4 d'heure, 1 heure, et également vous soumettre le rapport à partir du moment où il commence à être rédigé. C'est le cas, hein, ça fait déjà 2 semaines qu'on travaille sur le format du rapport, voilà, qui sera remis d'ici la fin de l'année. Merci, merci Jérôme. Oui, je rappelle également que Julien de Normandie, on le disait à l'instant, était présent au Smart Agri Forum de l'an dernier, qui était full distanciel, comme on dit de nos jours, et qu'il vous présente, j'ai oublié de le faire, c'est pour ça que je le fais maintenant, il présente ses excuses, il ne pouvait pas être là aujourd'hui, puisqu'il est à Glasgow pour ce que vous savez. Voilà, la COP26 en l'occurrence. Sébastien Windsor, président de la PCA, je rappelle que vous êtes ingénieur de formation. Vous êtes celui qu'on appelle l'agriculteur ingénieur. Comment vous intégrez, comment vous regardez cette initiative portée par Jérôme et ce déploiement de l'agritech à la lumière de la feuille de route agriculture 2030 que vous avez coécrit avec l'État? Alors, comment je vois cette initiative? Euh, Avec beaucoup de plaisir, mais aussi en sachant que ça va nous bousculer un peu, nous, institutions, Chambre d'agriculture. Avec beaucoup de plaisir, parce que je suis totalement convaincu de l'intérêt et de l'enjeu pour les agriculteurs, mais aussi en sachant que euh, ça va nous bousculer chambre parce que ça va nous obliger peut-être à travailler un peu différemment de ce qu'on faisait, même si ce virage, on l'a déjà amorcé. Pourquoi ça va nous obliger à travailler un peu différemment? D'abord parce que je pense qu'il faut qu'on prenne conscience que aujourd'hui, avec le nombre de startups, avec le nombre d'initiatives qu'il y a sur les territoires, le vrai enjeu pour les chambres d'agriculture, ça n'est plus de contrôler les choses, de faire ces développements elles-mêmes toutes seules, de ces services qu'elles peuvent rendre aux agriculteurs, mais de bien savoir s'appuyer sur ces écosystèmes, sur ces gens qui sont autour de nous, pour apporter ces services aux agriculteurs et de ne pas avoir peur de le faire en partenariat. Et pour, j'allais dire, cette vieille dame, cette institution que sont les chambres d'agriculture, travailler avec une start-up, c'est pas forcément complètement simple, et donc ça nous oblige à nous bousculer. Alors ça nous oblige comment on va travailler avec ces startups? D'abord, je pense le premier point, c'est d'apprendre à les connaître et de pouvoir les accompagner dans leur phase j'allais dire, de définition de leur modèle, de leur solution, etc. Et donc ça, j'allais dire, c'est presque de l'échelle du territorial. Une start-up, une entreprise présente dans le Cantal, eh bien, elle doit pouvoir trouver en la Chambre d'agriculture un interlocuteur qui va l'aider d'abord à cadrer son projet, puis après à faire les premiers tests, à trouver les premiers agriculteurs pour tester son idée, l'aider à définir le besoin, à améliorer la solution qu'elle avait imaginée. Ça, c'est quelque chose qu'on doit faire sur tout le territoire. Et pour ça, je pense qu'on essaye de pousser. On avait un concours de l'innovation qui s'appelle la Green Startup, qui était là pour primer des innovations. Et nous, on était là pour remettre le chèque, j'allais dire, et puis animer ce concours. Je pense qu'on est en train d'essayer de le changer pour en faire un concours où demain, les lauréats, ils gagneront peut-être un chèque, mais ils gagneront un partenariat avec une chambre qui doit les aider et les accompagner pendant 1 an, 2 ans sur la mise au point de leurs outils. Et puis, voilà, donc on a énormément de travail à faire pour faire émerger ces idées-là, pour aussi faire émerger tout un tas de nouveaux capteurs, de nouvelles façons d'aller récupérer de la donnée. Le deuxième point, c'est qu'on doit le rendre accessible aux agriculteurs, et le rendre accessible aux agriculteurs, ça passe par plusieurs phases. Je pense que la première phase, sur laquelle on est déjà engagé depuis 2 ans, c'est le rendre accessible aux agriculteurs, c'est offrir des solutions souveraines. On parle beaucoup de la souveraineté alimentaire, mais la souveraineté des données est un vrai enjeu. C'est rendre ces données accessibles aux agriculteurs sur des plateformes souveraines. Et juste, je prends toujours le même exemple, mais celui du capteur de la moissonneuse-batteuse. Vous avez une moissonneuse-batteuse avec un capteur qui analyse vos rendements. Vous avez payé le capteur quand vous avez acheté la moissonneuse-batteuse. Ces données de rendement, elles remontent chez votre constructeur avant de revenir chez vous. Donc le constructeur, il les a d'entrée de jeu. Et puis lui, il vous fait de temps en temps, au moins certains, signer un petit papier comme quoi ces données, il a le droit de les utiliser, et y compris le droit de les vendre à un trader qui va, j'allais dire, connaître le rendement moyen de la France avant vous.
et du coup pouvoir jouer parfois contre les intérêts même de l'agriculteur. Puis je vais même aller un peu plus loin. On nous fait payer un abonnement pour récupérer nos propres données. Et si on ne paye pas l'abonnement, les données, elles remontent quand même au constructeur. Donc on a quand même des petites choses à remettre à l'endroit, remettre l'église au milieu du village et faire en sorte que les données de l'agriculteur, il puisse y accéder quand il veut, il puisse les avoir brutes ou traitées, mais les avoir brutes pour y compris les confier à qui il veut. Parce que l'enjeu, c'est pas de les garder dans un coffre-fort, c'est de pouvoir les confier à qui il veut, y compris à une start-up ou à une petite entreprise qui arrivera demain et qui lui proposera un système d'analyse de ces données. Donc notre premier rôle, c'est ça. On a essayé de mettre en place AgData Hub, une plateforme d'échange à ce sujet. On est en train de développer dans cette plateforme un module d'échange des consentements pour que l'agriculteur puisse savoir et visualiser à qui il a donné consentement autour de ces données, pourquoi faire, et puis rendre ces données accessibles plus largement. Le deuxième point sur lequel on devra accompagner les agriculteurs autour de cette French AgriTech, c'est y compris faire connaître les solutions et donc les rendre visibles à l'agriculteur, un peu servir de tiers de confiance. Alors, j'ai souvent entendu, le monde agricole, il est très organisé, c'est un frein pour certaines startups pour émerger parce que les acteurs sont très organisés. Il faut qu'on transforme ça en atout et en fait que les startups, si elles ont une solution utile pour l'agriculteur, elles puissent s'appuyer sur des gens comme nous, les chambres, pour un peu faire connaître plus vite leurs solutions aux agriculteurs. Ça nous obligera, avant de les porter aux agriculteurs, qu'on ait quand même eu les moyens, la possibilité de vérifier, de tester avec quelques utilisateurs leur utilité. On sera un peu le tiers de confiance qui amènera ces éléments-là. Et puis tester aussi l'intégrité et ce qui est fait des données, là aussi pour servir de tiers de confiance et faire connaître. Et puis le dernier point, c'est de temps en temps assembler tout ça autour de la plateforme qui est MaiParcel, qui est le logiciel des chambres aujourd'hui pour gérer la traçabilité dans nos cultures, mais faire en sorte qu'autour de cette plateforme, on puisse agglomérer d'autres solutions qui ne sont pas les nôtres pour faire en sorte que l'agriculteur, il n'ait pas 50 logiciels. On dit aujourd'hui, 70% des agriculteurs sont équipés d'un smartphone et 50%, ben, vous ne le voyez pas si je ne le mets pas devant moi, voilà, 50% des agriculteurs ont sur cette plateforme, sur ces smartphones, une application agricole. L'enjeu, c'est qu'ils n'aient pas demain 25 applications, mais qu'ils aient quelque part une plateforme centrale sur laquelle ils pourront aller chercher l'ensemble des services, que ce soit et que ces services soient connectés, que ce soit utiliser les données météo à partir de cette donnée de Winat, à partir de ces données météo, avoir des OAD qui font les prévisions, en reprenant la localisation, les variétés, les interventions qu'a fait l'agriculteur, en allant chercher des photos satellites pour aider et affiner les prévisions ou les prédictions, et qu'on puisse vraiment essayer d'accompagner tout ça autour de notre plateforme. Et puis le dernier point qui est majeur, ce sera d'accompagner l'agriculteur dans l'utilisation de tous ces outils et l'accompagner pour, ça a été dit tout à l'heure, pas pour lui donner une solution boîte noire, il comprend rien, mais l'accompagner pour l'autonomiser, l'aider petit à petit à ce qu'il ait plus besoin de nous pour utiliser ces applications, ces outils, et l'emmener vers une autonomie plus forte avec ces outils. Et pour ça, on est en train d'embaucher des conseillers numériques qui sont là aussi portés par le plan de relance. Et on en a aujourd'hui une cinquantaine qui sont en cours d'embauche. Alors, c'est des profils pas simples à recruter, mais ces conseillers numériques qui seront là pour aller dans les cours de ferme et aider l'agriculteur à se dépatouiller, implanter les solutions qui lui conviennent sur son smartphone ou sur son ordinateur, l'aider les premières fois à les utiliser et l'autonomiser pour que derrière, il continue ses relations sans avoir nécessairement besoin de nous. Voilà. Merci Sébastien Windsor. Donc sur cette question spécifique de la relation aux startups et à l'innovation, on entend effectivement la nécessité d'unifier les services pour éviter une dispersion et d'avoir tout un tas d'applis sur son téléphone, de travailler sur la souveraineté des données et de définir le rôle des chambres comme des lieux où finalement on consolide, on met en cohérence toutes ces propositions de valeur et où on conseille et on accompagne l'autonomie numérique, on peut le dire comme ça, des agriculteurs. Ça, je dirais, c'est le volet clairement numérique et innovation. Mais plus largement, donc, vous avez passé plusieurs mois dans la coécriture de la feuille de route France 2030 sur le volet agricole. Quels sont les grands axes qui sont sortis de ce travail de coécriture avec l'État ?
Alors, plutôt que la coécriture, on a eu l'occasion de donner notre avis à de nombreuses reprises, mais ça reste l'État qui a écrit la feuille de route. Ah, ça n'est pas allé aussi loin que de la coécriture. On a été beaucoup interrogé, mais c'est pas complètement de la coécriture. Je rends D'accord. à César ce qui est à César. Simplement, ce qui est très intéressant pour nous, c'est la continuité des éléments qui sont dans cette feuille de route, c'est-à-dire la possibilité, au travers des PIA, donc des projets d'investissement à l'avenir, d'aller chercher des projets qui sont très en amont, autour de cette souveraineté des données, autour d'enjeux majeurs pour l'agriculture et des enjeux plutôt à 4-5 ans, où on a encore de la recherche à faire, aussi bien sur des outils nouveaux d'aide à la décision, sur l'accompagnement face au changement climatique et les solutions à trouver par rapport à ces enjeux-là, sur les impasses techniques que les agriculteurs peuvent commencer à vivre. Donc là, il y a un moyen de financer des projets, j'allais dire, encore un peu en phase recherche. Et puis après, on voit décliner au travers de ce que le ministre appelle la troisième révolution, autour des enjeux de la robotique, des enjeux de la génétique, des enjeux du numérique, des enjeux du biocontrôle, les moyens d'aller financer des entreprises qui sont dans la phase finale de mise au point de leurs produits. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de notion de recherche, on est vraiment dans la mise au point de quelque chose qui va avoir et mis en marché dans les 6 mois, 1 an à venir. Et là, il y a un peu d'argent pour aller accélérer la délivrance du produit et faire que ce qui aurait peut-être mis 2 ans ou 3 ans à sortir, ça va sortir dans les 6 mois, 1 an à venir et aider l'entreprise à franchir ce dernier cap. Et puis, il y a l'étape ultime, c'est de rendre ces produits accessibles aux agriculteurs parce que ce qui est important, enfin souvent on le sait bien sur ces solutions innovantes, quand elles arrivent sur le marché, elles coûtent cher, elles sont parfois difficilement accessibles et les 100, 200 premiers agriculteurs, ils sont longs à trouver parce qu'il faut trouver ceux qui sont prêts, par curiosité, à mettre des sommes qui sont peut-être parfois économiquement, je ne vais pas dire déraisonnables, mais au moins pas complètement rentables, et qui vont permettre à l'entreprise de faire ses 100, ses 1000, ses 2000 premiers modèles. Et là, on a aussi ce fonds qui doit aider à cette première phase pré-industrielle à baisser le coût d'accès aux agriculteurs pour les premiers accès et rendre la solution opérable très vite. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cet accompagnement dans la continuité dans ce projet France 2030, de l'avoir centré autour des enjeux que je vous ai résumés, enfin que j'ai cités tout à l'heure, et avec une vraie continuité dans le mode d'action. Et puis, je pense qu'il sera intéressant, et ce qui a été dit à plusieurs reprises, c'est une gouvernance un peu renouvelée sur la façon dont cet argent va être utilisé. Alors voilà, je pense que après le succès du premier plan de relance, il y a peut-être beaucoup d'agriculteurs qui espéraient avoir beaucoup d'aide à l'investissement. Ce sera un volet un peu différent. Celui-là, il est beaucoup plus destiné à préparer l'avenir, peut-être à part cette dernière phase, un peu moins à être dans l'accompagnement direct d'achat aux agriculteurs, mais plutôt à préparer les solutions d'avenir. Et donc, entre le plan de relance qui est déjà passé, dont un certain nombre de lignes sont encore ouvertes, et puis ce plan France 2030, on a vraiment une vraie continuité pour faire, je pense, de l'agriculture française et européenne un vrai exemple demain de modernité, de capacité à innover et d'utiliser ces innovations pour répondre à des enjeux majeurs de l'agriculture, des attentes de nos citoyens, etc. Je veux le dire, on aura un sujet majeur qui est de communiquer sur ces innovations, parce que si on accélère les innovations, il faut quand même qu'elles soient acceptées pour le consommateur. Ouais. Et pour ça, il faudra qu'on sache les expliquer. Un robot qui va désherber tout seul une parcelle de poireaux ou de carottes, qui va la semer, la désherber, ça peut sembler un peu désincarné ou inhumain. Mais quand on réfléchit un peu, et c'est ça qu'il faudra expliquer, ça permet peut-être d'enlever les tâches les plus difficiles, parce que biner à la main une parcelle, il y a plus grand monde qui veut le faire et c'est quand même très fastidieux. Et du coup, ça permet, je pense, de redévelopper ces productions-là où on n'arrive pas à trouver la main-d'œuvre. Ensuite, ça permet de faire du désherbage mécanique et de faire ces désherbages mécaniques en remplacement de l'utilisation de produits phytosanitaires. Et puis, j'allais dire, une fois que ce type de robot sera démocratisé, ça permettra, par exemple, d'abaisser peut-être nos propres coûts de production en France, parce qu'on sait qu'en France, la main-d'œuvre coûte cher. Et s'il y a un certain nombre de tâches fastidieuses
on sait les remplacer par des tâches mécanisées et qu'elles nous coûtent un peu moins cher, ce sera aussi une façon de rendre la qualité accessible à un grand nombre. Donc on a un vrai travail de communication sur ces innovations pour qu'elles soient acceptées par tout le monde et que les produits finaux qui en sortent, qui seront de meilleure qualité grâce à ces innovations, ils soient acceptés, voire plébiscités par le consommateur. Merci beaucoup Sébastien Windsor, donc président de l'Assemblée des chambres d'agriculture. Merci pour ce point stratégique parce qu'effectivement, là, on est en train de jouer, non pas la fin, peut-être en partie l'avenir de l'agriculture à travers cette notion d'innovation. Et les messages sont très positifs parce que vous l'avez rappelé, on a une agriculture de très grande qualité. Jérôme Leroy l'a rappelé, on est très très bon sur l'agritech. Donc on a envie de dire, il n'y a plus qu'à, il faut que ça descende dans les territoires et que ça descende peut-être dans des incubateurs départementaux et régionaux comme Landestini quant à l'Auvergne, ici à Aurillac. Euh, Henri Landès, merci d'être avec nous. Vous en êtes le cofondateur. Landestini donc est un fonds de dotation. Hein, Une association. Et une association. Oui. Et vous avez créé, donc, avec le conseil départemental et la région Auvergne, je crois, en 2019, l'incubateur Landestini quant à l'Auvergne pour une agriculture et une alimentation saine et durable. Il y a eu une première génération, une première promotion de start-up qui est sortie de cet incubateur. Et puis, on va le voir en allant sur votre site tout à l'heure, une nouvelle promotion voilà, devrait voir le jour. Mais peut-être revenons déjà sur cette première promotion. Qu'en est-il sorti? Quel est votre retour d'expérience? Oui, merci Sébastien, merci à toutes et tous. Je suis ravi d'être dans le Cantal. Je suis venu de la Haute-Loire ce matin et je ne suis pas venu de très très loin ce matin, mais je viens de loin d'ici parce que je suis un citadin. Je suis de New York et de San Francisco et j'ai grandi aux États-Unis. On a parlé des États-Unis à plein de reprises dans cette discussion. J'habite sur une ferme aujourd'hui dans un lieu-dit à 50 habitants. Il y en avait un peu plus dans Manhattan. Et j'étais dans un gratte-ciel avant. Et maintenant, j'ai 3 hectares avec quelques animaux, potagers, vergers, surtout entouré par plein d'agriculteurs. Pourquoi est-ce que je commence par là? Parce que je n'ai jamais été aussi heureux que depuis que je suis un American in Auvergne. Et oui, je me la ramène un petit peu quand je peux parler en anglais. Qui est déjà allé à New York ou à San Francisco? Je demande parce que ça me manque un petit peu quand même. Qui rêve d'aller là-bas? Je sais que Fabien, il va lever la main. Je ne critique pas la ville, mais j'adore l'agriculture, j'adore la nature, et c'est pour ça que j'adore ma nouvelle vie. Et nous en parlons de cette manière avec Fanny Agostini, avec qui j'ai cofondé Landestini, parce que nous pensons que plus de personnes doivent vivre dans la ruralité, plus de personnes doivent faire comme vous les jeunes, travailler avec le vivant pour nourrir la population. Donc vous devriez être fiers de ce que vous allez faire. Vous étiez timide tout à l'heure, c'est normal. Moi aussi, j'avais la trouille de prendre la parole en public il y a quelques années, ce qui veut dire que vous êtes tous capables de le faire par ailleurs, mais soyez fiers de travailler dans l'alimentation, dans l'agriculture, parce qu'on ne peut pas vivre sans cela. Et si on continue de considérer que l'agriculture, c'est un secteur comme un autre, parce qu'on a un petit peu attendu à ce que les agriculteurs et les exploitations suivent une certaine continuité, une évolution des entreprises comme les autres, sans non plus leur faire bénéficier de certaines technologies, de loisirs, de temps de vacances, comme c'était très clair dans le sondage que vous avez mentionné tout à l'heure, de confort, de rémunération et d'une réputation positive, c'est complètement injuste envers ce secteur agricole. Et ça, c'est aussi à la base de l'engagement de Landestini, qui est de, oui, reconnecter à la terre et la nature, et à la ruralité, c'est notre mission, mais c'est en soutenant d'abord les acteurs dans la ruralité et en premier les agriculteurs, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'attentes envers les agriculteurs de la société aujourd'hui, notamment une transition écologique que nous soutenons, mais ne pas accompagner financièrement et techniquement d'abord les agriculteurs, c'est ensuite un crime d'imaginer qu'ils peuvent aller à fond les ballons dans une transition écologique. C'est trop difficile. Même s'il y a plein de personnes qui se lancent dans cela, et nous voyons plein de héros et héroïnes dans l'agriculture qui se disent « je vais faire avec mes petits bras ou mes bras costauds et je vais faire une transition écologique, je vais diversifier mon exploitation, je vais faire de la vente directe. » C'est pas facile pour toutes les fermes de faire cela, parce que l'agriculture au pluriel, c'est une réalité, et aussi parce que nous n'avons pas exactement un cadre européen qui favorise
ce type de modèle diversifié, résilient face au changement climatique, agriculture biologique, agroécologie, etc. Et donc, c'est important de tous collectivement soutenir cette transition dans l'agriculture, de faire les ponts là où on peut le faire, et que vous, jeunes, vous soyez soutenus dans le fait d'être des ambassadeurs d'un des plus importants métiers aujourd'hui et demain. Et je vais vraiment insister là-dessus. C'est pour ça que nous avons lancé dans Landestini un programme d'éducation à l'alimentation et à l'agriculture durable qui s'appelle Champion Alimentation Durable et Biodiversité. Et je remercie d'ailleurs Pascal Guenet, le directeur du lycée agricole d'Aurillac, qui est le premier lycée agricole dans lequel nous avons mis en place ce programme. Nous avons lancé aussi des initiatives de sensibilisation du grand public sur comment soutenir une agriculture durable à travers aussi la consommation. Et nous avons lancé ce programme pour essayer de faire évoluer l'économie en favorisant une économie durable dans l'agriculture, dans l'alimentation, une économie favorable à la ruralité, avec cet incubateur Landestini Cantal Auvergne. On a lancé un appel à projet et on a fait très très fort. On a fait un appel à projet qui était calé presque parfaitement sur les dates du début et de la fin du premier confinement. Donc on se dit, mince, ok, est-ce qu'on va réussir à avoir des candidats avec notre directrice projet qui s'appelle Emma Castel, que vous connaissez pour certains qui travaillaient avec elle, notre équipe Landestini au sens large, on s'est tous mobilisés pour ça, même si on n'était pas très nombreux à l'époque. Et je suis ravi de revenir ici à tes côtés, Sébastien, parce que c'est ici qu'on a présenté l'incubateur pour la première fois, au Smart Agri Forum. On a réussi à avoir 3 fois plus de candidats que nous pouvions retenir, c'est-à-dire 10. On en a retenu 11, et on en a eu, avec le jury, des choix difficiles, mais aujourd'hui, ils sont tous en train de réussir. Ils sont tous en train de réussir, ce qui n'est pas un taux très habituel dans les incubateurs. On estime que s'il y en avait 3 ou 4 qui réussissaient sur 10, c'était déjà une très très bonne nouvelle. Après, on est encore... en moyenne en France, au bout de 3 ans, 8 startups sur 10 disparaissent. Exactement. Et c'est trop tôt pour dire qu'on va dépasser ce taux parce que ça fait seulement 1 an et demi. En revanche, nous sommes très confiants sur la réussite de l'ensemble. Je ne vais pas dire de tous ou de 50%, ça ne sert à rien. Et en plus, certains qui vont écouter vont se dire, est-ce que je suis dans, selon Henri, ceux qui vont réussir ou pas? Il n'y a pas de boule de cristal. Déjà, nous allons, même pour ceux qui sortent déjà de l'incubateur parce qu'ils peuvent voler de leurs propres ailes, on continue de les accompagner. Un exemple, ce n'est pas très agriculture grande échelle, mais c'est clairement un projet qui sensibilise à l'alimentation et à l'agriculture durable. On a un projet qui s'appelle Paysans de Jardin qui a développé des potagers, des poulaillers clés en main. Il y avait qui les vend en particulier notamment. Il a fait plus de 100 000 vues sur une dernière vidéo. Il est clairement dans un modèle économique qui fonctionne, d'autant plus suite au Covid. Des collègues à lui qui travaillaient dans à la fois la production agricole, pépiniériste, mais aussi vente à côté de cela de poules aux particuliers, ils ont vu leur demande exploser pendant le Covid. Pourquoi? Parce que le grand public est de plus en plus sensible à remettre un peu les mains dans la terre et à se reconnecter à l'agriculture. Il utilise évidemment les réseaux sociaux et toutes les techniques de communication digitale vraiment en sa faveur pour faire le lien avec le numérique et l'innovation digitale. On a un projet qui aussi est en train de monter en puissance, qui est de mesurer la qualité environnementale d'espace, pas juste de ferme, mais c'est possible, la qualité environnementale, la qualité pour la santé des personnes qui sont sur cet espace, grâce à la présence et à l'analyse de la présence des pollinisateurs, par exemple les abeilles. Et ils transforment les abeilles en drones, et ils analysent le pollen. Et grâce à cela, ils ont tout un modèle. Moi, je ne connais pas leur modèle. Ensuite, c'est de la technologie, un petit peu l'analyse de données assez pointue. Et ça s'appelle biodiversity. Ils arrivent à analyser la qualité environnementale d'un espace grâce à la biodiversité. Ce projet-là, on est très heureux de le mettre en place dans une première expérimentation, aussi dans le Cantal, grâce justement à un partenariat avec le conseil départemental. C'est 2 exemples de projets qui, sur les 10 qui sont en train de réussir. On en a d'autres qui sont un petit peu moins liés directement dans la technologie, l'innovation technologique. En revanche, l'innovation dans la communication, l'innovation dans l'organisation
et s'appuyer aussi sur toutes les nouvelles technologies, c'est pas que c'est un must, c'est indispensable. C'est indispensable d'ailleurs sur le plan personnel pour que moi je puisse vivre dans la ruralité et que beaucoup de personnes de Landestini puissent travailler dans la ruralité grâce à une connectivité. Quand j'ai quitté Paris, parce que j'ai vécu aussi 10 ans à Paris, où je donne des cours à Sciences Po, j'avais dit j'aimerais faire mon cours depuis la ferme. Et c'est beaucoup plus logique de faire un cours sur la politique de l'environnement depuis la ferme. On m'a dit ça ne nous va pas très bien en visio, etc. C'était avant le Covid. Et après, ils m'ont littéralement appelé pendant le Covid. Henri, est-ce que tu peux faire tous tes cours en visio, s'il te plaît? Je dis oui, il n'y a pas de problème, aucun souci. Grâce à ça, on est en train de vivre aussi une révolution des consciences dans toute la société, pas juste dans le monde agricole, sur comment mettre au service de nos modes de vie, avec du loisir, avec du confort, mais avec aussi plus d'éco-responsabilité, grâce à des nouvelles technologies et à la connectivité. On a postulé pour un appel à projet européen pour anticiper la suite de l'incubateur Landestini quant à l'Auvergne et la première promotion et la deuxième promotion. On a postulé pour un projet européen qui consiste à apporter de la connectivité dans les qu'on appelle le dernier kilomètre, the last miles. Pourquoi? Parce que nous savons aussi qu'il y a des fermes qui sont très éloignées des zones de connectivité. Et ceux qui traversent en voiture notre belle région d'Auvergne ou d'autres territoires ruraux le savent très bien. Si vous êtes au téléphone, ça risque de couper. Le fait que le bureau, pour moi, c'est souvent la voiture, c'est assez gênant. Donc très haut débit, super partout. Déjà du haut débit, déjà de la 3G et ensuite de la 4G, c'est très bien. Et apporter cette connectivité-là, si les agriculteurs le souhaitent, c'est primordial. Donc je ne peux qu'insister sur l'importance de déployer cela. Je ne vais pas être trop long, Sébastien, je pense que tu veux relancer avec des questions. Juste, effectivement, cas, oui, je te laisse terminer. Non, je voulais juste dire que si vous avez un projet pour l'incubateur dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture durable, aujourd'hui est un grand jour parce que c'est la première fois qu'on annonce le deuxième appel à projet pour une nouvelle promotion de 10 à 15 entrepreneurs. On a déjà 5 candidatures avant d'avoir lancé l'appel. Je ne sais pas comment on fait ça, c'est une bonne nouvelle. Donc si vous voulez aller sur le site landestini.org, vous pouvez voir l'appel à projet numéro 2. Et quel que soit votre âge, quelle que soit votre vision de l'agriculture, quel que soit votre profil, quel que soit votre passé, votre parcours, on est très, très attaché aussi à la reconversion professionnelle vers l'agriculture. Vous pouvez postuler avec une idée de projet et on est là pour vous accompagner. Alors oui, et je crois que dans le BTS agroalimentaire au lycée agricole Georges Pompidou, il y a beaucoup de porteurs de projets, de start-upers en herbe. Donc voilà, on s'adresse également en particulier à eux. Et on le voit, effectivement, toutes les innovations sont les bienvenues, mais en particulier, il y a des typicités locales, élevage bovin, produits et services digitaux et numériques. Donc voilà, un appel à la population qu'on invite la Chambre à relayer, le département évidemment qui en sont partenaires, mais aussi vous, autour de vous, sur des porteurs de projets et des démarches qui sont déjà enclenchées. Tu fais bien de le dire parce qu'on a eu beaucoup de propositions de projets dans la première promotion, très riche en diversité de projets, mais on n'en a pas eu suffisamment à notre goût dans la technologie au service de l'élevage ou l'innovation au sens large au service de l'élevage. Et ça nous tient à cœur. Nous avons un message qui est très précis sur l'élevage et l'importance de l'élevage en France. En tant qu'association qui œuvre pour la préservation de l'environnement et la reconnexion à la nature, nous sommes favorables au maintien de l'élevage en France, l'élevage durable, l'interaction entre l'animal et le végétal que nous estimons être primordiale. Donc, très bien s'il y a des personnes qui décident de devenir végétariens ou véganes, très bien si on exige de nouvelles pratiques chez les éleveurs, mais la réalité, c'est qu'il ne faut pas mesurer l'empreinte carbone de la viande sans différencier les différents types d'élevage et comment les animaux ont été élevés, comment l'éleveur aussi se retrouve dans sa ferme, comment est-ce que cet animal a été abattu, transporté, transformé pour arriver dans l'assiette. C'est très important de s'intéresser à la vie de l'éleveur et aussi de l'animal et ne pas confondre et mettre tout dans le même panier. Et la raison pour laquelle nous avons besoin de plus de végétariens et de véganes aujourd'hui, c'est principalement parce que collectivement, nous mangeons de la viande n'importe comment à l'échelle globale. Mais si vous êtes très engagé vous-même pour une consommation de viande responsable, il y a une belle place pour cela dans l'avenir avec ne serait-ce que les engrais naturels qui viennent grâce à l'élevage et l'entretien des paysages, le stockage carbone, etc. Ce qui ne veut pas du tout dire que nous n'avons pas une crise à gérer à l'échelle planétaire climatique. C'est juste qu'il ne faut pas toujours enlever les nuances
qui sont au détriment de plein de personnes sur un territoire, mais au niveau national. Donc, je le dis en tant que... J'ai été végétarien pendant 6 mois, c'était très difficile pour moi. J'étais ancien tennisman de haut niveau aussi, c'était très difficile. Mais je ne suis pas favorable à cela comme une solution globale pour l'humanité. Je suis favorable à ce que nous soyons très, très engagés niveau consommateurs. Et consommateurs, c'est tout le monde. Souvent, on dit les consommateurs, etc. C'est tout le monde. Donc, c'est tout le monde, quel que soit votre lieu de vie et ce que vous faites dans la vie. C'est un engagement très très fort envers l'élevage durable et les personnes qui travaillent la terre et qui travaillent avec les animaux. Juste un point de communication, j'arrive beaucoup plus à convaincre de la beauté du métier agriculteur vers des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, et je dis ça avec beaucoup d'humilité, quand je parle de ferme au lieu d'exploitation, quand je parle de durable au lieu de raisonner, et quand je parle de travailler avec les animaux plutôt que les bêtes. Ce n'est pas une leçon que je suis en train de donner, c'est un retour d'expérience. Pour les personnes qui ne sont pas dans le monde agricole, quand on dit animaux, quand on dit ferme, quand on dit territoire avec beaucoup de nature et beaucoup de vivants, ce qui n'est pas du tout au détriment des agriculteurs, au contraire, ils sont en première ligne de cette qualité de vie, ça marche beaucoup mieux en ce qui concerne l'esprit ouvert pour peut-être rejoindre ce monde-là et vivre comme cela. C'est juste un petit retour d'expérience en termes de communication qui m'intéresse beaucoup, parce que malheureusement, on a très mal communiqué le lien entre l'agriculture et l'écologie depuis des décennies. Merci, merci Henri Landès. C'est gentil, ouais. J'ai des fans. Oui, comme d'habitude. Ça, je sais pas. On arrive doucement vers le moment de l'inauguration de Conso Cantal. Je voudrais revenir vers Jérôme Leroy et Sébastien Windsor pour leur demander leur mot de la fin sur cette question de l'innovation agricole, qu'on comprenne bien effectivement ces nuances dont Henri nous a parlé. Sébastien. Non, je pense que le numérique est aussi une incroyable façon de refaire du lien entre le monde rural et le monde urbain, entre les agriculteurs, la réalité de leur métier, l'amour qu'ils portent à leurs animaux, l'attention qu'ils portent à leurs animaux, la réalité de leurs pratiques, la qualité des produits qu'on fait. Et c'est un extraordinaire outil pour retrouver la communication et expliquer en quoi nos produits sont différents d'un produit lambda importé ou de mauvaise qualité. Et donc, je pense que la révolution numérique, ce sera aussi peut-être de recréer ce lien entre l'alimentation, l'agriculteur et le citoyen. C'était un peu le message subliminal de Christophe Vidal tout à l'heure pour les exploitations agricoles dans le Cantal. C'était « faites le bien et faites le savoir ». Jérôme Leroy, votre mot de la fin? Non, moi, j'apprécie énormément tout ce qui a été dit, puisque notre discours, il se veut rassembleur, mais à la fois ambitieux et visionnaire. Donc, Henri, moi, je suis aussi complètement en phase avec ce que tu viens de dire. Et l'initiative que tu portes doit être démultipliée. C'est aussi un enjeu qu'on traite dans le rapport, qu'on est en train de travailler. C'est le déploiement des innovations, des nouvelles pratiques. On parle d'acculturation à l'innovation, on parle de diffusion d'innovation, d'expérimentation, et les meilleurs systèmes, en tout cas, ou manières d'expérimenter et de diffuser, c'est d'être en temps réel, d'être en local, d'être au plus près de la problématique. Et donc, il faut que le type d'incubateur, d'accélérateur, de lieu d'expérimentation se démultiplie. Pour ça, il faut des porteurs de projets. Il faut des entrepreneurs, il faut des personnes qui ont une vision. Et donc, j'espère qu'avec Henri, on réussira et que ton exemple parce qu'il n'y en a pas assez. Le constat qu'on fait aujourd'hui sur le territoire, c'est qu'il y a des initiatives d'incubateurs, d'accélérateurs, il y a des expérimentations, il y a des pôles de compétitivité, il y a des incubateurs qui se lancent ou des accélérateurs, mais clairement, pas assez. Pas assez. Vraiment pas assez. Voilà. Et donc, il faut qu'on en ait beaucoup plus partout dans tous les territoires et qu'une partie de l'argent, en tout cas des premières sommes d'argent dédiées à ce secteur, aille aussi vers des incubateurs ou des accélérateurs. Merci. Un enjeu est effectivement d'enraciner l'innovation dans les territoires, puisque l'agriculture n'est pas séparable de ces territoires.
Elle n'est par définition jamais hors sol. Merci Henri Landès d'être passé des gratte-ciel au fait de gratter la terre en Haute-Loire. Merci beaucoup Jérôme Leroy, merci Sébastien Windsor. Sans plus attendre, on va faire mouvement vers le stand du département du Cantal où vous allez pouvoir prendre un café en attendant l'arrivée de Monsieur le Préfet pour procéder à la signature des conventions Conso Cantal. Et juste après, on se retrouve ici de 12h à 12h30 pour parler de la connectivité des exploitations avec Serre France et Nornet, puisqu'il y a difficilement de l'innovation numérique si l'exploitation n'a pas de réseau. Voilà.